Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Se réinventer, cela veut dire faire bouger les lignes et casser les codes. Et c'est exactement ce qu'a fait mon invité du jour, qui a réinventé non seulement sa vie professionnelle, mais aussi la manière de faire du marketing. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Caroline Mignot. Caroline est la figure féminine incontournable du growth marketing et du networking sur LinkedIn. Elle est multi-entrepreneur, cofondatrice de Richmaker et de Refer et créatrice du podcast Marketing Square. Elle nous livre les dessous de sa réinvention professionnelle, nous partage sa vision pleine de fraîcheur du networking et elle nous donne les étapes essentielles pour se lancer en partant de zéro. On y parle de petites souris et de baguettes de sorcier, vous n'allez pas être déçus. J'ai adoré ce moment avec Caroline, plein de good vibes et je vous laisse donc découvrir notre conversation. Hello Caroline, je suis hyper contente de t'accueillir ici. Salut Nathalie, merci pour cet honneur de passer dans ton podcast. Je suis ravie de te rencontrer de visu et en plus tu as un beau sourire, ça s'entend même dans les oreilles. Génial. Justement, en parlant de sourire, j'aime bien commencer par ce qui te met toi, le smile, le sourire ou ce qui te fait rêver. Est-ce que tu peux nous partager quel est ton rêve, Caroline, dans la vie ? Ce qui me fait sourire, ce qui me fait rêver, première chose, c'est mon entourage. Clairement, le fait d'être entouré de gens qui t'aiment, qui te cajolent, qui font attention à toi, qui te font marrer, ça, c'est l'indispensable de l'entrepreneur. Et mon rêve de bonheur, ça va sembler un peu mièvre aussi, mais l'amour, quoi. On aspire tous à ça. Je pense être entouré de beaucoup d'amour, faire grandir cet amour-là, avoir des enfants, une vie de famille épanouie. Je pense que ça ressemblerait à ça, mon rêve de bonheur. Génial. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es ou te présenter de la manière qui te fait sourire, kiffer à toi ? Alors, moi, je suis Caroline Mignot. Je me définis avant d'être entrepreneur comme un marketeur, une marketeuse, comme on pourrait dire. J'adore le marketing. Ça coule dans mes veines. Je pense que je suis tombée dans la marmite étant petite. Je suis vraiment passionnée par mon métier. Je pourrais le faire gratuitement. C'est là où tu te dis ah oui, j'aime vraiment ce que je fais. Je trouve ça génial d'étudier en fait ce qui se passe dans la tête des consommateurs. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'aller plus à tel endroit ? Qu'est-ce qui va les faire cliquer plus sur tel truc que tel autre truc ? Donc en fait, on est à la frontière entre tu vois la psychologie, l'art et l'entrepreneuriat parce que du coup, on teste plein de choses. Donc voilà. Souvent, on dit le marketing, c'est de la vente. Moi, je trouve ça hyper réducteur. Je préfère le définir comme ça. Et pour achever de me présenter, j'ai vécu pendant 9 ans aux US où j'ai fait du marketing et j'ai aussi lancé une boîte. Et maintenant, du coup, je lance une plateforme qui permet aux individus de se rencontrer, faire grandir leur réseau et nouer ensemble des partenariats. Donc voilà, ça s'appelle Refer et c'est mon grand projet de cette année. Justement, tu es une femme riche, multicasquette, riche, je veux dire, en expérience. Rayonne, en fait, la manière dont tu définis le marketing, c'est une manière qui est propre et ce qui nous a fait connecter nos énergies parce que j'ai rejoint le Refer Challenge il y a un moment. C'est vrai que sur LinkedIn, tu es un peu considérée comme la queen du networking, en plus d'être la queen du marketing. Et le networking, c'est quelque chose qui peut faire assez peur, surtout quand on est une femme, parce qu'on s'imagine un peu faire du rentre-dedans et faire des choses qui nous mettent mal à l'aise. Quelle est ta définition à toi du networking ? Oh là, ça c'est une question, tu sais quoi? Tu me poses un peu une colle. Comment est-ce que je définirais le networking? Il y a une phrase déjà que j'adore, c'est très ricain, tu vas voir, c'est très cliché. Je trouve c'est diablement vrai. C'est
C'est une phrase qui dit The opposite of networking is not working. L'opposé du networking, c'est ne pas travailler. Et en fait, pour moi, le networking, je pense que c'est un pilier essentiel du business qu'on n'utilise pas assez parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'insécurité, les Français. On a peur du jugement des autres, on a peur d'aller vers les autres, on a peur de se mélanger, on a peur de se faire écraser, on a peur qu'on profite de nous, on a peur de plein de choses. Et le fait d'avoir passé 9 ans aux US, comme je vous racontais, ben en fait, ça m'a fait diablement aimer le networking parce que je me suis rendu compte que quand tu franchis un peu ta zone de confort pour aller vers les autres, et ben en fait, il se passe que des choses incroyables. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui va se développer en France parce qu'on n'a plus le choix que de collaborer, parce qu'il y a tellement de compétition qu'aujourd'hui, il faut renforcer nos écosystèmes, il faut se rapprocher de notre voisin, on est plus fort ensemble. Et du coup, c'est ça que j'essaye je milite pour que tout le monde puisse étendre son réseau. Et au-delà de l'étendre, Nathalie, tu vois, c'est pas qu'un truc numérique d'avoir un gros réseau, c'est surtout activer son réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu as potentiellement des milliers de contacts sur LinkedIn. Eh ben, est-ce que tu les connais vraiment? Est-ce que tu en fais quelque chose? Est-ce que tu as créé des liens? Pas forcément. Et ça, je trouve ça un peu dommage. C'est une définition qui, je pense, rassurera beaucoup de personnes. Et j'adore quand tu le définis par l'opposition not working par rapport à networking. Le fait d'activer son réseau, c'est quelque chose d'ultra important. Et justement, est-ce que tu peux revenir, toi, sur ton expérience et ton évolution? Est-ce que tu as toujours été entrepreneur, marketeuse ou est-ce que tu as été à un moment salarié? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui t'a fait switcher et te réinventer dans cet univers de l'entrepreneuriat? Hyper intéressant parce que pour le coup, moi, j'ai rien contre le salariat et j'ai toujours été salariée toute ma vie. Et moi, ça m'a jamais fait rêver d'être mon propre patron. C'est jamais, en fait, ça m'a jamais dérangé. C'est parce que aussi, comme j'adorais mon travail, je pense, j'ai jamais subi mon travail. Et en fait, je me suis jamais dit, ouais, je serais plus heureuse si je bossais directement pour moi, je me ferais plus de sous. En fait, comme j'adorais le marketing, j'aimais bien être salariée parce que, tu vois, un truc tout bête, les budgets. Moi, j'ai commencé chez Danone, j'avais un budget marketing. Enfin, à 21 ans, j'arrivais à New York, on me faisait sauter dans un avion pour Los Angeles pour aller briefer une agence de pub pour développer le nouveau site de Volvic. Enfin, tu vois, j'avais 21 balais. Qui peut faire ça en étant entrepreneur? Sauf, il y en a bien sûr, mais je veux dire, en fait, il y a une vraie chance d'être salarié au début, c'est qu'en fait, bah, tu fais tes armes avec des budgets dont tu pourrais pas rêver si tu étais indépendant, en ayant quand même la sécurité de l'emploi, en ayant des gens qui te mentorent parce que c'est leur métier, donc tu es pas obligé de faire la quête pour avoir des conseils, tout ça, tu as un boss qui s'occupe de toi. Enfin, moi, j'ai une vision très positive du salariat et d'ailleurs, je fais partie de ces entrepreneurs, on est une minorité infinitésimale, mais qui disent que moi, demain, je pourrais retourner dans le salariat. Tu vois, c'est pas un truc, pour moi, c'est pas salarié slash entrepreneur, la guerre des deux mondes. C'est vraiment une question d'opportunité. Aujourd'hui, il y avait personne qui voulait développer cette boîte, qui voulait développer cette vision selon laquelle, en fait, nos réseaux, c'est une ressource inexploitée et surpuissante. Donc, je suis devenue entrepreneur pour défendre cette vision. Si demain, je devais redevenir salarié, je suis sûre que je serais très heureuse aussi. En tout cas, je ferais mon métier avec la même énergie. Justement, tu nous apportes une vision qui est assez différente, comme tu l'expliquais, avec le clash entrepreneuriat-salariat. Et je pense que ça donnera aussi cette nouvelle perspective aux femmes qui veulent se réinventer parce que tout n'est pas figé. C'est pas je deviens entrepreneur et je déteste le monde du salariat. Ça, je pense que tu montres qu'il y a des frontières qui sont pas figées. Ça peut être hyper poreux et ça montre toute la richesse qu'on peut avoir quand on construit sa vie, en fait, parce qu'on est maître, on est créatrice de sa vie et tu nous le montres bien dans ton parcours. Mais qu'est-ce qui t'a poussé justement ou qu'est-ce qui a été ton déclic où tu t'es dit, là, en fait, voilà, j'ai pris mes armes, j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans le salariat et je crée plusieurs entreprises parce que tu nous as parlé de Refer, mais tu es aussi à la tête de différentes entreprises, fondatrices ou cofondatrices. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton cheminement de te dire, je vais créer ça parce qu'il y avait peut-être un manque sur le marché? Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En fait, le fait de rentrer en France et de me rendre compte que les gens avaient autant de mal à collaborer, ça m'a fait tout de suite tilter. Je me suis retrouvée en France au moment, du covid. Ça faisait 8 ans, que j'étais aux US. Là-bas, tout ce qui est, mastermind, groupe, sororité même pour les femmes, que tu mentionnais tout à l'heure, club, en fait, c'est la norme et c'est extrêmement puissant et c'est pas excluant.
c'est plutôt c'est très porté autour de Inclusif. l'inclusion et de la Mhm. diversité. Ouais, exactement. Tu vois, c'est jamais très sectaire, ces clubs. Bon, il y en a certains, bien sûr, hein, il y a des clubs qui coûtent beaucoup d'argent, donc c'est pas pour tout le monde et tout. Mais en fait, aux États-Unis, dès que tu pénètres un écosystème, il y a un club, il y a une communauté qui est dédiée. Et en fait, ce truc-là, moi, aux US, j'avais déjà la culture, tu sais, ils appellent ça people person. Moi, je suis une personne agent. C'est-à-dire que je m'épanouis beaucoup au contact des autres. J'ai besoin, je me nourris en permanence des autres. Je suis une vraie extravertie. Je tire mon énergie des autres. Et en fait, à chaque fois, dans mon boulot de marketeuse, que j'ai vraiment performé, c'est parce que je réussissais en fait à créer des collabs avec mon écosystème. Et en fait, j'ai commencé ce truc-là, si tu veux, c'est le truc qui m'a fait exploser en marketing à New York, c'est parce que j'avais le meilleur carnet d'adresses. Et qu'en fait, j'ai très vite réalisé, parce que je suis arrivée à 21 ans, tu vois, et j'avais déjà pas mal de responsabilités et je savais pas faire grand-chose, il faut être honnête. Par contre, en fait, je me suis dit à ce moment-là, c'est fou. Depuis qu'on est gamin, on nous dit en fait qu'il faut tout savoir. Et dans la vie, il faut pas tout savoir. Il faut tout savoir trouver. Et comment est-ce que tu sais tout trouver? Comment est-ce que tu as réponse à tout? Parce que tu as un gros réseau. Donc, en fait, dès que j'avais un problème, Nathalie, mon réflexe, c'était en fait, je sais qui appeler. Et c'est là où j'ai commencé à développer un carnet d'adresses de malade et à me rendre compte que ma seule force dans la vie, c'était mon carnet d'adresses. Et là, je me suis dit en rentrant en France, comment ça se fait qu'on n'a pas la logique d'exploiter son réseau? J'ai lancé Richmaker, qui était une boîte qui permettait aux marques de faire des partenariats. Après, j'ai rencontré mon cofondateur chez Refer qui m'a dit, mais en fait, Caro, c'est vrai qu'on ne sait pas collaborer, mais on sait encore moins se rencontrer. Les gens, ils doivent pouvoir construire leur réseau avant de l'activer. Et j'ai dit, mais tu as raison. Et du coup, aujourd'hui, il y a Refer et Richmaker. Et ça devient une seule boîte, Nathalie. Du coup, il y aura Refer et Refer for Business, qui sera la partie entreprise anciennement Richmaker. Donc, voilà comment ça s'est fait. Tu vois, par palier où je me suis dit, les marques doivent collaborer ensemble. Et après, je me suis dit, faut faire les choses dans l'ordre, en fait. Avant de collaborer, il faut que les gens soient capables de se rencontrer plus facilement. Tu vois, sur LinkedIn, c'est on se connecte et après on se connaît. Et ben nous, on veut dire on se connaît et après on se connecte. Cette approche, ça me donne vraiment des frissons parce que ça montre justement qu'on a l'impression, vraiment quand on voit des entrepreneurs, des femmes qui réussissent, dont tu fais partie dans la sphère entrepreneuriale, qu'on part bien en tête avec l'idée toute claire, toute faite depuis le début. Alors, étape 1, je vais faire ça, étape 2, je vais faire ça. Et tu nous expliques en fait que c'est à ton retour des États-Unis où tu t'es rendu compte d'une opportunité ou d'un manque sur le marché par rapport à ton expérience, que tu as commencé à créer ta propre entreprise et qu'après, tu as fait des rencontres et tu t'es rendu compte que tu allais créer peut-être quelque chose d'autre et que tu l'as adapté. Est-ce que tu peux nous partager justement quelle a été ta grande rencontre? Qu'est-ce qui a été le plus puissant pour toi dans ton parcours d'entrepreneuriat et qui a peut-être montré que c'était OK d'explorer, de se tromper et de galérer dans son chemin? Franchement, ce serait impossible de te donner une seule personne, Nathalie, parce que, et c'est justement notre vision chez RFR, c'est les rencontres accélèrent nos vies, nos carrières et même le cours de l'histoire. C'est qu'en fait, tous mes pivots dans la vie, ça a été des rencontres décisives. J'ai fait mon choix d'école parce que il y a un prof qui, à la fin d'un travail, d'un exposé, m'a dit il faut que tu fasses telle école, il faut que tu postules à telle école. Je suis arrivée dans cette école, on m'a dit tu parles pas assez bien anglais. Et du coup, il y a un mec qui m'a dit je connais quelqu'un chez Danone aux US, je peux te présenter. Je me suis retrouvée à New York et en fait, c'est que des personnes, des anges gardiens, tu vois, qui m'ont tendu la main. Aujourd'hui, les rencontres les plus fondamentales pour moi, évidemment, c'est mes cofondateurs, mais j'ai aussi envie de dire, c'est plein de personnes, de créateurs de contenu avec lesquels je collabore, comme Fabien Ferreira, Guillaume Giraudet, des gens qui m'entourent d'amour. Et puis, tu as fait partie du Refer Challenge, Frédéric Michel Chevalier, Florence Grégeois, Hélène Asensi. En fait, il y a Sébastien Breno. En fait, il y a vraiment des figures du challenge qui sont des people persons, tu vois, des gens qui en fait, ont besoin d'aider les autres, vont commencer par donner, et c'est eux qui vont créer l'effet papillon du réseau. Et je sais pas, ça m'intéresserait d'ailleurs de t'interviewer à mon tour. Quelle a été ta vision du Refer Network Challenge? Est-ce que toi, quand tu arrives justement dans ce mouvement-là, est-ce que tu te rends compte que tu as des choses à tirer du réseau, ou est-ce que c'est encore flou à ce moment-là, ou c'est déjà quelque chose que tu faisais? J'aimerais bien savoir, toi, en tant que Française, comment est-ce que tu vois le networking avant et après le challenge?
J'adore parce qu'avec Caroline, en fait, elle passe de l'autre côté du micro et elle m'interviewe dans mon propre podcast. Donc, c'est Je génial. t'ai hacké ton podcast. C'est génial. Moi, en fait, j'ai rejoint le Refaire Challenge au tout début, quand il y avait encore le petit espace Notion. Donc, je pense que c'était la première ou la deuxième promo. Je l'ai rejoint avec, j'ai été invitée par Anne Beson, que je salue Ouais, ici. Et en fait, trop sympa. j'ai eu l'impression, c'était assez petit au début. Je pense qu'on était une petite cinquantaine, on va dire. Et j'ai l'impression d'avoir rejoint la famille LinkedIn où tu apprends à te servir de LinkedIn et surtout tu apprends à connaître les gens et à connecter. C'est vrai que pour moi, avant LinkedIn, c'était un peu le CV, un truc hyper froid et pas du tout friendly. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des humains sur LinkedIn et pas que des CV. Et donc déjà, ça m'a permis de me dire, c'est trop cool et de connecter avec des personnes dans la Refaire Family. Et toutes les personnes que tu as citées, c'est vraiment des personnes qui font partie aussi de mon feed, des personnes avec qui j'ai échangé. Et je trouve que tu as donné une nouvelle dimension au networking et tu l'as rendu, c'est pour ça que je t'ai posé la question au début, tu l'as rendu hyper accessible et tu l'as dépoussiéré un peu. C'est pas que c'était ancien en France, c'était plus on savait pas trop quoi en faire et le networking, c'était un peu pour les papas à cravate, tu vois, et pas trop pour les et pas trop pour justement pour les femmes. Moi, j'ai trouvé aussi que ça permettait de mettre les femmes en lumière, qu'on avait une voix à porter sur LinkedIn et qu'on avait des talents ou des compétences à partager. Donc, j'ai trouvé que cette initiative au top et ça a permis de libérer les voix et les talents sur LinkedIn. Je suis hyper touchée et contente d'avoir ton retour d'expérience sur la question. Alors maintenant, on a encore des cohortes, donc ça continue, c'est toujours gratuit. L'idée, c'est d'aider tout le monde à faire son LinkedIn out, comme on dit, c'est-à-dire à faire son coming out sur LinkedIn, oser poster, oser s'ouvrir aux autres, oser partager. Et c'est une démarche, tu vois, comme on disait, de générosité, mais aussi un peu de vulnérabilité. C'est finalement commencer par se raconter et puis laisser la place aux autres. Donc voilà, faites votre LinkedIn out et venez nous rejoindre si ça vous parle. Et puis Nathalie sera ravie de vous aiguiller si vous avez besoin de petits conseils parce que maintenant tu es devenue une LinkedIn addict aussi. Ouais, carrément. En fait, ça fait partie d'un de mes réseaux préférés, chouchou. Ça a changé toute la tête de mon LinkedIn et toute la perception que j'en avais. Ouais, donc je serais heureuse de Génial. le repartager. Je mettrai le lien d'ailleurs vers le Refaire Challenge. Je sais que maintenant, il y a un onboarding, donc tu as fait évoluer aussi. C'est un petit peu la stratégie des petits pas dont on va reparler ici, de commencer un peu avec le minimum viable product, en fait, à commencer avec un petit peu l'essentiel pour évoluer. Un document Notion. Un document Notion, hyper bien fait, mais un document Notion. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu, à partir du moment où on a une idée, c'est quand même accessible à tout le monde de lancer sa première proof sur le marché. Tu m'as donné envie de parler en anglais, du coup, avec une expérience aux États-Unis. En franglais, ma langue préférée. Ma langue maternelle, le franglais. C'est un peu la mienne aussi, vu que je vis à l'étranger. Mais est-ce que tu peux nous expliquer vraiment pour toi, tu es la queen du marketing aussi, pour quelqu'un qui débute, une femme surtout qui débute et qui nous écouterait, quelles sont les étapes clés pour lancer sa première ébauche sur le marché et pour tester? Alors pour moi, la première phase, c'est vraiment l'audit. Et d'où encore une fois l'intérêt du networking, c'est rapprochez-vous, pas seulement de vos pairs, mais aussi de vos clients. Mais pas pour essayer de leur vendre un truc, pour les écouter, pour comprendre leurs problématiques, leurs douleurs, leur quotidien. Et en fait, pour moi, première étape d'audit, cerner son écosystème. Donc, pas seulement son écosystème de pairs, donc les gens qui travaillent dans la même industrie, tout ça, mais vraiment votre écosystème de prospects aussi. Donc, audit, du latin audire, on écoute. On ne vend pas, on ne met pas les pieds dans la porte, on ne fait pas des questionnaires, on écoute. Ça, c'est mon premier conseil, position purement passif, même si c'est dur et que quand on a un tempérament entrepreneur, on a envie de foncer dans le tas. Moi, ce que je vous dis en tant que marketeuse, c'est commencer par écouter les signaux du marché, faites-vous tout petit et adoptez la posture de la souris. Ensuite, pour moi, il y a la phase d'idéation. Donc, l'idéation, on va récolter un peu tous les insights. Nathalie, je fais ça pour te charmer, je repasse en franglais. On récolte un peu tous les insights, tous les outputs qu'on a pris sur le terrain. Ça veut dire, voilà, moi, j'observe les solopreneurs femmes de 25 à 45 ans et je me rends compte qu'il y a un vrai problème à organiser sa vie de mompreneur, c'est-à-dire comment on fait quand on a des enfants, quand on est à la maison et qu'en même temps, on essaye de lancer son business. Voilà, imaginons
Je te donne un exemple tout bête. C'est peut-être pas l'exemple de Anne, mais presque, avec son réseau Badass. Comme ça, on va lui faire une petite dédicace dans l'épisode. Mais pour le coup, imaginons, voilà, Anne, elle regarde le marché, elle se dit, OK, là, il y a des douleurs de ma cible. Deuxième douleur, c'est peut-être les femmes sont trop discrètes. Donc, en fait, comment ça se fait que les femmes, elles n'arrivent pas à percer dans les écosystèmes parce qu'elles sont elles sont encore trop timides, parce qu'on ne leur donne pas les codes, parce qu'elles n'ont pas encore le réseau, parce qu'elles n'ont pas des rôles modèles. Elle va recueillir, tu vois, tout ça. Là, on est dans la phase d'idéation où Anne, elle va se dire, voilà tout ce que j'ai rapporté. Donc là, la souris rentre dans son terrier et se dit, voilà, tout ce que j'ai rapporté dans la pièce, c'était ça, ça et ça. Tu jettes tout. Et là, c'est le moment où tu essayes en fait de faire des connexions, c'est un peu synaptique, de OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Donc là, moi, j'appelle ça l'idéation. Mais vous êtes en train de faire le tri et de voir en fait par rapport à ce que vous avez rapporté, où est-ce que vous pouvez combler des trous et éventuellement apporter une solution sur le marché. Donc, audit, idéation. Après, pour moi, la phase d'après, ça va être le testing et l'itération. Et tu nous as dit tout à l'heure, minimum viable product, le MVP, c'est un peu ça. C'est vous poser la question, par rapport à tout ce que j'ai ramené dans mon terrier, comment est-ce que je peux construire le truc le plus efficace, le plus facilement possible, avec le moins de ressources possible, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la pièce. Et donc là, Anne, elle va se dire, tiens, moi j'ai remarqué que les femmes, elles ont du mal à prendre la parole. Qu'est-ce que je pourrais faire gratuitement dans un premier temps pour essayer de solutionner leurs problèmes? Peut-être les mettre en sororité, organiser des événements avec des experts qui viennent leur apprendre, faire de la pédagogie. Et donc, en fait, voilà comment tu vas monter avec tes 5-6 premiers clients. Tu vas monter un peu tes premières échelles de test. Donc, pour moi, là, c'est la phase, tu vois, après l'idéation, on va dire phase 3, c'est peut-être l'itération. Donc là, tu es en train de chercher un peu le product market fit. Et après, pour moi, ce qui se passe après, Nathalie, tu peux pas trop le deviner. En fonction de ce que tu trouves, tu vas creuser. Et l'idée, c'est toujours pareil. Vous y allez à la baguette de sourcier. Et dès que vous sentez que ça tremble, creusez, creusez, creusez. Je reste sur la métaphore de la souris. Et puis, en fonction de ça, vous faites de plus en plus de tests et vous allez aller dans la bonne direction et vous allez vous retrouver sur une niche qui fonctionne. Une fois que vous avez craqué une niche qui fonctionne, on appelle ça le product market fit. Donc là, en fait, vous allez vous rendre compte que vous vendez très facilement, ça vend presque tout seul. Et pour forcer le trait, à partir du moment où vous avez le product market fit sur une niche, après, vous élargissez au fur et à mesure. Voilà, si je devais trouver des mots simples pour expliquer à ma petite cousine comment on lance sa boîte, je dirais à peu près ça. Tu nous as fait un condensé des essentiels du marketing pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui débutent. C'est top, en moins de 5 minutes. La concision, la précision de Caroline, c'est vraiment ce que j'adore en toi et ce qui fait que tu rayonnes. Merci. Mais justement, en plus de ça, avant de t'interviewer, j'ai un petit peu interrogé ma communauté sur les questions qu'elles auraient aimé te poser. Et une des questions, c'est « Caroline, comment tu fais pour tout faire ?» Parce que tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs activités, tu as un podcast, tu es CEO, cofondatrice, comme tu nous as expliqué. Comment tu organises ton temps et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de journée ou de semaine type à la Caroline Mignot? Déjà, je ne fais pas tant de choses que ça, mais je décline beaucoup mes contenus. Du coup, tout le monde a l'impression que je produis beaucoup, alors que je ne produis pas tant que ça. En fait, chaque semaine, je vais avoir des thèmes un peu phares. En général, je prends mes épisodes de podcast. Donc ça, c'est mon contenu un peu long courrier, on va dire. Donc, mon contenu le plus riche de la semaine. Et après, je l'éclate en petits morceaux. Et c'est ces petits morceaux, en fait, que je plante comme des petites graines sur tous les réseaux sociaux. Donc, on a l'impression que je dis plein de trucs, que c'est un travail colossal, mais en fait, je pars d'un gros contenu et j'en extrais la valeur et je le résume, j'en fais des best-of, j'en fais des teasers. En fait, je vous passe les détails, mais j'ai un épisode de podcast qui s'appelle la Big Rock Theory où j'apprends à faire ça dans Marketing Square. L'idée, c'est de dire, voilà, une fois que tu as un gros contenu, tu peux potentiellement en faire plein d'autres. Typiquement, toi, Nathalie, tu as un podcast. Il y a plein de podcasteurs en ce moment. Je fais une masterclass pour aider les gens à lancer leur podcast. Plein de gens qui me disent, mais comment je peux faire pour poster plus d'une fois par semaine? C'est trop dur. Je leur dis, en fait, ton épisode, et si tu en faisais un teaser? Et si tu en faisais un petit récap best-of, déjà, tu as 3 contenus dans la semaine. Donc, tu arrives au même rythme que moi sur Marketing Square. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu arrives à te dire comme ça, rien ne se perd, tout se transforme, déjà, tu vas aller plus vite et on va avoir l'impression que tu produis plus tout en faisant moins d'efforts. Donc, ça, c'est mon premier conseil. C'est vraiment la Big Rock Theory, décliner, recycler vos contenus. Mon deuxième conseil, c'est grouper vos actions. Et ça, on appelle ça le batching dans notre pays franglais, Nathalie. Le batching, c'est grouper ses actions. Je te donne un exemple. Là, on se rencontre toutes les deux pour le podcast. Moi, j'ai 3 enregistrements après.
En fait, une fois que j'ai sorti mon matos de podcast, une fois que je me suis mis dans les conditions où je suis en train d'enregistrer, parce que mine de rien, c'est quand même de la charge mentale, on s'en rend pas compte, mais passer d'une tâche à l'autre, c'est du temps de cerveau et du temps d'exécution. Donc, si tu groupes tes actions, déjà, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, moi, et parfois les gens y râlent, mais pour l'enregistrement de mon podcast, j'ai un jour d'enregistrement dans la semaine et je n'y déroge pas. Si j'ai un invité qui me dit, bah, moi, en fait, c'est pas possible le jeudi, bah, je vais lui dire, ah, ok, bah, peut-être que dans 3 mois, ce sera possible le jeudi. Bon, j'exagère, je suis pas si psychorigide, mais juste pour te dire, j'essaye de pas faire d'exception. Et ça, c'est mon troisième conseil. Du coup, c'est avoir une structure d'où vous ne dérogez pas pour avoir une routine. Parce que vous allez voir que du coup, plus vous allez faire les choses en fait de façon routinière, plus ça va devenir automatique, moins ça va vous prendre d'efforts, de temps de cerveau. Donc voilà, je dirais, ne faites pas trop d'exceptions. Et une fois que vous avez un planning de tâches en tête, que vous avez réussi à automatiser des choses, vraiment restez dans cette routine. Ça va être beaucoup plus productif que d'essayer de vous adapter aux autres et vous allez faire moins d'erreurs. Donc voilà, si je devais résumer, c'est 1, décliner ses contenus, 2, batcher, grouper au maximum et 3, processiser, créer des routines pour la productivité. Tu nous as fait un cours sur la stratégie de contenu, l'organisation et comment tu fais pour préserver ton énergie, parce que tu nous as dit que tu étais énergisée par l'extérieur, mais comment tu préserves ta propre énergie à toi, Caroline? Alors, je pense déjà, parce qu'on parle pas mal de réseaux sociaux, mine de rien, il faut réussir à couper. Ça, c'est indispensable. Il faut que vous ayez un moment dans la journée. Alors, je plaide coupable, hein, moi, je fais beaucoup de temps d'écran, évidemment. Mais il faut que vous réussissiez à avoir un moment pour vous, sans aucun écran, un moment de coupure de au moins 1 heure. Tu vois, faites du sport, de la méditation, mais il faut réussir à couper parce que les réseaux sociaux, c'est éprouvant. Et même moi qui, comme je t'ai dit, je suis accro aux gens, j'adore ça, j'adore les rencontres. En fait, quand tu as une messagerie pleine à craquer en permanence, des notifications à droite, à gauche, bah, tu peux facilement en fait rentrer dans un état un peu dépressif où tu dis mais je suis pas assez. Même si je me démène, j'ai pas assez d'heures dans ma journée pour répondre à tous les services qu'on me demande, pour être présent pour tout le monde, pour pouvoir répondre rapidement. Donc en fait, on a facilement l'impression d'être pas assez et ça fait que les réseaux sociaux peuvent nous rendre très dépressifs si on n'arrive pas à couper de temps en temps et à faire autre chose et prendre du temps juste pour nous, sans exister pour les autres en permanence. Donc moi, je dirais pour préserver mon énergie, c'est vraiment couper, être au contact, des personnes qui ont toujours été là pour moi, donc mon cercle proche, mon cercle affectif, pas que des entrepreneurs, tu vois? On parlait d'inclusion et de diversité, il faut commencer par se l'appliquer à soi-même. Souvent, quand on est entrepreneur, on a envie de plus, être qu'avec des entrepreneurs, que des gens qui parlent notre langage, qui font notre métier. Moi, je pense que pour se ressourcer, c'est hyper important d'être avec des gens qui comprennent rien à ce que tu fais, mais qui t'aiment quand même, pour J'adore. parler d'autre chose que de ton boulot. Donc voilà, je dirais, se couper, rester proche d'un entourage qui n'est pas forcément, dans ton milieu, d'activité et la troisième chose, ça coule un peu de source, mais il faut quand même en parler parce que c'est le plus fondamental. Si vous aimez ce que vous faites, en fait, vous travaillerez pas un seul jour de votre vie, pour reprendre l'expression. Mais c'est vrai, en fait, une fois que vous avez trouvé vraiment votre passion, vous allez voir que vous avez une énergie infinie. Et ça, c'est le vrai gros hack. C'est quand vous êtes à la bonne place, vous aurez pas l'impression, de travailler et quelle que soit la pénibilité de la tâche, parce que franchement, ne pensez pas que le boulot d'entrepreneur, j'en fais une image éthérée. C'est vraiment dur. On se prend plein de portes. C'est dur pour l'ego, c'est dur pour les nerfs. On est face à des difficultés auxquelles 90 du temps, on ne sait pas les résoudre. Même si ça fait 10 ans qu'on bosse dedans, c'est des problèmes auxquels personne n'a la réponse à part nos clients. Donc, il faut chercher, il faut se prendre des portes, c'est dur. Mais vraiment, c'est une source d'énergie inépuisable de faire quelque chose dans lequel on se sent utile, on se sent valorisé, on se sent bien. Justement, tu nous dis un petit peu, tu remets en question, enfin, ou tu mets la lumière sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est pas que des strass et paillettes, il y a des hauts et des bas. Quand toi, tu es dans une étape de coup de mou, que tu sais pas à qui t'adresser, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, la coupure, la fameuse coupure, Nathalie. Je vais m'éloigner des écrans. Je vais aller retrouver des gens qui ne savent même pas ce que c'est que LinkedIn, les startups, Xavier Niel, Station F, et je me recentre
sur l'essentiel. Enfin, faut pas oublier, tu vois, juste faire une balade en nature, passer du temps avec sa famille. Enfin, les vraies choses en fait. Tu vois, tout ce qu'on vit, faut réussir à se dire que c'est quand même beaucoup de vanité, tu vois. Et moi, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide à relativiser quand je me prends des portes, quand il y a des choses qui sont dures. Je me dis en fait, la seule chose vraiment importante dans la vie, c'est la maladie, la mort en fait. C'est la santé. Et du coup, j'arrive à me dire, OK, tout le reste, ce que j'appelle des problèmes de riches, c'est des problèmes d'ego. Et ça, je pense que moi, en tout cas, ça contribue vraiment à ma jauge de bonheur de réussir à me dire, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais c'est pas grave de faire des bêtises, c'est pas grave de perdre des clients. Concentrez-vous sur l'essentiel. Quand ça va pas, concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ceux qui nous entourent, notre milieu, l'écologie, l'environnement, enfin, tu vois, ce qui est vraiment nécessaire et vital, en fait. Et justement, pour clôturer, ce podcast s'appelle Happy, Healthy, Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement happy en ce moment dans ta vie, Caroline? Oui, on est en train de faire la fusion entre Refer et Richmaker, mes deux boîtes. Donc, tu vois, j'en ai trois, effectivement. J'ai Marketing Square, qui est une boîte sur laquelle je fais mes formations au podcast, mes conférences pour les entreprises sur LinkedIn, tout ça, l'activité du podcast en elle-même. Donc, c'est une boîte un peu média, comme un peu une agence. Et derrière, j'avais Refer et Richmaker et c'était beaucoup. Et c'était un peu trop, mais vous vous souvenez de mon image de la souris? C'est en fait, moi, je fonctionne par itération. Du coup, je teste des choses et après, je creuse. Alors, j'ai testé le podcast par hasard. Au final, ça m'a plu, donc je creuse. Et puis, Richmaker et Refer, vous voyez, il y a un moment où la souris, dans son terrier, elle a rapporté des pièces de puzzle un peu complémentaires. Et là, je suis ravie que ces deux boîtes fusionnent. Et je pense que on a trouvé plein de réponses cette année et que le fait de merger deux équipes qui vont aussi bien ensemble, ça peut que nous rendre plus heureux. Donc, ça, c'est vraiment, tu vois, c'est de la reconversion version entrepreneur. Faire une fusion, c'est un vrai beau projet et ça me donne beaucoup d'énergie en ce moment. Génial. Et justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend healthy ou une habitude de vie healthy que tu as envie de nous partager? Et ça ne veut pas dire obligatoirement manger des salades, hein. Alors, je suis dans les Landes en ce moment, dans ma maison de vacances chez mes parents et je suis juste à côté de ce qui s'appelle la Vélodyssée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une piste cyclable qui va jusqu'aux Pays-Bas. Et en gros, en ce moment, je fais des belles randonnées à vélo, genre 1h30 par jour. Je pars dans la forêt landaise. En fait, c'est des nouvelles pistes cyclables, donc c'est hyper bien damé. Et vous êtes, damé, pas damé, vous êtes au milieu des pins qui sont vieux de plusieurs centaines d'années. Tu vois, on se dit, ah, rapprochons-nous de l'essentiel. En fait, faire des grandes balades à vélo comme ça tous les jours, 1h30 au milieu des pins, à penser à rien. Et ça, franchement, c'est ma bouffée d'oxygène en ce moment, mon habitude healthy. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend funky dans ton quotidien, dans tes vacances ou en général? Ah, l'entrepreneuriat, c'est hyper funky. Là, je sors d'un meeting où personne n'était d'accord. On est 5. Tout le monde a une vision produit différente. Et en fait, quand tu aimes les gens avec qui tu bosses, tous les désaccords, c'est une source de fun. C'est-à-dire que tu as 1h30 pour craquer un sujet. Il n'y a que des personnalités multiples autour de la table, que des expertises différentes. Et ça, je trouve ça, en fait, c'est un truc que j'adore dans l'entrepreneuriat. C'est qu'on passe notre temps à démêler des problèmes. Et soit tu trouves ça funky, soit tu n'es pas entrepreneur. J'adore. Et la dernière phrase, du coup, est-ce que tu aurais un mantra ou une phrase fétiche que tu voudrais nous partager? Eh ben, tu vois, tant qu'on parle de ça, parce qu'on a parlé de cette randonnée à vélo, on a parlé d'un parcours de souris, moi, j'aime beaucoup ce slogan qui dit Obstacle is the way. En gros, le chemin, c'est l'obstacle. C'est-à-dire que si tu veux, et je crois que c'est dans un bouquin que j'adore de Mark Manson ou Mark Ronson, je suis dyslexique, je suis désolée, j'arrive jamais à le dire, mais ça finit par O-N et c'est l'art subtil de s'en foutre. Je crois que c'est Mark Manson, comme le chanteur Marilyn Manson, il me semble. Mais donc, du coup, dans ce bouquin, il dit ce truc très vrai. Il dit, en fait, ne pensez pas que les obstacles, c'est un truc qui, genre, arrive sur le chemin comme ça. L'obstacle, c'est le chemin. Genre, tu ne fais rien sans difficulté. Et en fait, je trouve qu'une fois que tu as assimilé ce truc-là, eh ben, ta vie, elle est beaucoup plus douce, paradoxalement. C'est génial. On va terminer sur cette touche de douceur alors et tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline.
Évidemment sur LinkedIn et vous l'avez compris, j'adore bavarder. Donc si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas. Le podcast, c'est un média froid parfois. On ne sait pas qui nous écoute. N'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur LinkedIn pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, pour me partager, me raconter votre propre histoire. En tout cas, je serais ravie de vous entendre à mon tour. Et puis, évidemment, j'encourage tous ceux qui ont aimé l'épisode à t'envoyer des étoiles sur les plateformes de podcast parce que c'est la croquette du podcasteur. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, lâchez des étoiles pour Nathalie, mettez-lui une petite review, du feedback. Comme ça, elle saura comment développer son podcast. Et merci encore pour l'invitation, Nathalie. J'ai passé un super moment. Génial. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happy_funky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy LC Funky au plus grand nombre.